Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle table ronde créer et commercialiser l'upcycling. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Mathilde Lepage, j'ai 24 ans, je suis étudiante à l'IAE de Lille en master de marketing et alternante dans la slow fashion. Et je tiens le compte Instagram Make My Clothes Great Again, qui est une sorte de petit média que j'ai créé pour sensibiliser les consommateurs à la question de meilleurs gestes de consommation dans la mode. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 5 entrepreneurs passionnants engagés dans l'upcycling qui vont nous parler de leur expérience. Donc, il s'agit de Sarah de Refab Market, de Louise, fondatrice de Louise Marco, Justin, cofondateur de Rainer, Stéphane de Poésie and Song et Guillaume de Van Meyer pour discuter des processus donc, de création et de commercialisation de l'upcycling et des grands enjeux auxquels ces marques font face. Donc, chacun ayant sa petite définition très nuancée de l'upcycling, je vous propose que chacun en profite pour se présenter et donner la sienne. Donc, comme on est 6, je vais vous demander des réponses plutôt synthétiques pour que tout le monde puisse parler. Et voilà, j'aurai l'œil sur le chrono. Malheureusement, on est assez restreint. Et je propose aussi qu'on se tutoie tous, comme ça permet de mieux communiquer. On peut commencer par Louise. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Moi, c'est Louise Marco et donc j'ai créé la marque Louise Marco il y a 1 an. Donc, c'est des vêtements à partir de tissus de seconde main que je récupère en maison de couture et puis dans un style complètement minimaliste, donc avec des coupes assez amples et intemporelles et dans des tons blancs. L'idée, c'est vraiment de proposer, de démocratiser entre guillemets l'upcycling en proposant des vêtements qui pourraient convenir à tout le monde et qui peuvent sortir de ce qu'on pourrait se faire comme image de l'upcycling. Et du coup, pour revenir sur... je suis contente qu'on pose cette question de la définition de l'upcycling parce que c'est vrai qu'après avoir entendu la définition de Gaëlle Constantini tout à l'heure, ça a fait évoluer en moi cette définition parce que là où elle a raison, en fait, c'est qu'elle voit dans le suffixe up l'idée que ce serait supérieur, en fait, enfin, que ce serait mieux que ce que c'était avant. Et donc, c'est vrai qu'en ça me dérange aussi un petit peu. Mais moi, sinon, ce que je fais comme différence entre l'upcycling et le recyclage, pour moi, le recyclage, c'est détruire une matière déjà existante pour refaire une fibre textile et la retisser. Là où avec l'upcycling, on reprend en fait une matière qui est déjà existante et on va venir refabriquer mais sans intervention trop lourde. Ça va être des interventions qui vont être de l'ordre de l'artisanat, quoi. D'accord, merci Louise. Sarah? Oui, bonjour à tous. Ravie de participer à ce cycle de conférences autour de l'upcycling. Donc, ma définition en fait de l'upcycling, c'est un mélange de ce que je viens d'entendre et de ce que disait Gaëlle. Effectivement, on est sur une démarche de création, une démarche de valeur supérieure effectivement du nouveau produit fini par rapport à la matière qui existait dans sa première vie. Donc, tout ça grâce au talent des mains, tout ça grâce au talent artistique, créatif du créateur ou de la personne qui a créé l'objet ou le produit. Il y a une notion effectivement d'artisanat qui est différente du processus industriel derrière la notion de recyclage. Il y a quand même une notion importante qui est celle de l'économie circulaire, qui dit upcycling, dit créer, recréer à l'infini à partir d'une matière, mais ne pas la détruire. Et la notion de destruction, effectivement, est importante à souligner, ou de non-destruction. Mais je crois aussi qu'il y a une notion de cohérence dans l'upcycling, c'est qu'à partir du moment où on va détourner un matériau et qu'on va en créer un objet nouveau, il y a une notion d'artisanat et d'hommes et de femmes derrière la création, parfois avec l'aide de machines, mais il y a vraiment une notion de talent des mains. Et voilà, et donc c'est ce que je voudrais souligner, ce côté up grâce à la créativité. Merci Sarah. Est-ce que je peux passer la parole à Justin? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Justin. Désolé pour le retard. Ma définition de l'upcycling? Oui.
Ben moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Je ne vais pas contredire Gaël Constantini qui est vendu en partie sur Rainer, ni Louise qui est vendu également sur Rainer. Mais je pense que Sarah a fait le tour et va un peu plus loin dans la définition quand elle parle de circularité. Et je pense que c'est un concept qui est important à voir. Nous, sur Rainer, en tout cas, c'est vraiment pouvoir réutiliser des matières qui ont vocation à être jetées ou vocation à être détruites pour leur donner une valeur supérieure, hein, si je trace la définition anglo-saxonne. Et donc, en ça, Louise et Sarah et Gaël, je pense, remplissent les critères et la définition d'upcycling qu'on connaît aujourd'hui. Merci, Justin. Alors, est-ce que Stéphane et Guillaume ont quelque chose à ajouter? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions? Stéphane, de non paraphraser tout ce qui a été dit. Après, c'est vrai que du coup, pour moi, c'est juste un moyen, l'upcycling. C'est un moyen, un moyen nouveau, alors qui est très à la mode aujourd'hui parce qu'il est très, très utilisé. Mais c'est un moyen d'exprimer sa créativité. Du coup, là, si je fais un parallèle avec ce que je fais moi, c'est du coup, moi, je rends justice à des anciens draps. Alors, comme Gaël, moi, j'utilise du linge de maison, mais moi, des très anciens draps. Je chine, je cherche des draps qui ont 60, 70, 80, voire 100 ans et qui n'ont pas bougé, qui sont d'une extrême qualité et qui n'ont pas bougé malgré toutes ces années. Et du coup, c'est juste leur rendre justice. On parle de deuxième vie ou de nouvelle vie. C'est juste faire avec ce qu'on a. C'est un legs de matières qu'on a, qui sont dans nos placards et qui ne sont pas utilisées et qui dorment. Et c'est juste rendre justice à toutes ces matières. Merci, Guillaume. Stéphane? Bonjour à tous, je suis ravi de participer à cette table ronde. Moi, j'ai un peu un background dont j'étais à l'intérieur, 30 ans d'expertise textile. Mais je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. C'est-à-dire que je pense que dans le thème upcycling, c'est la valorisation en fait, la valorisation des savoir-faire qui se sont perdus, la valorisation de l'humain, la valorisation des techniques, la valorisation des tissus. Voilà, moi, je chine des pièces depuis très, très, très longtemps, des pièces qui ont une valeur historique, donc un peu comme les vieux draps, c'est-à-dire que, et voilà, je les transforme, mais pour rejoindre ce que disait Gaël Constantini tout à l'heure, c'est vrai que entre une émotion et une autre, c'est voilà, c'est difficile de juger ce qui est mieux ce qui vaut mieux qu'un drap plutôt qu'on va dire une nouvelle création. Et donc, je pense que c'est vraiment ça. Je rejoins Sarah sur la valorisation des métiers, la valorisation des techniques, des savoir-faire et de la matière et de la qualité de la matière. Voilà. D'accord. Merci Stéphane. Alors, donc pour poursuivre, je vous propose qu'on parle des principaux enjeux et des freins que j'ai notés en discutant avec chacune d'entre vous. Donc, on va pouvoir commencer par la question des quantités et de la créativité. Donc, qui dit upcycling dit qu'on part donc de l'existant, comme on vient de le dire. Il y a surtout la question de l'état d'esprit à adopter face à une matière limitée. Et je sais que Sarah, tu as quelque chose à dire à ce propos. Voilà, quel état d'esprit on adopte face à un sourcing incertain? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, quand on veut faire de l'upcycling, il faut intégrer le paramètre d'incertitude. Donc, se dire que on va s'adapter à ce qu'on a. L'adaptation va se faire à la matière. On n'est pas dans un processus où on va imaginer un produit, on va faire fabriquer la matière qui va répondre à la vision qu'on a du produit. C'est le processus inverse. On a une matière et à partir de la matière, on imagine ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir créer comme produit. Évidemment, une fois qu'on a la matière et qu'on imagine le produit, il faut s'adapter aux contraintes techniques de la matière, aux contraintes stock, quantité. Donc, à partir du moment où on a de l'upcycling, il y a une notion de limité. On est limité en termes de quantité. Et qu'il faut, il faut se réinventer à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que si je suis capable de produire un joli blouse dans un drap de lin, peut-être que si je n'ai que 12 draps en lin, demain, il faut que j'imagine que la même avec du coton. Il faut que mes clientes et que mon public comprennent que le produit, et c'est son avantage, il est limité, il est unique quelque part.
et on ne verra pas sur tout le monde et que donc, si jamais il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus et donc il va falloir réimaginer un autre produit qui pourra contenter cette clientèle. De la même manière, en termes de circuit de distribution, que ce soit vis-à-vis de nos clients directs ou indirects, ben, il y a une notion de quantité, de petites séries, de moyennes séries. Nous, on est capable de travailler aujourd'hui sur des plus grandes séries, sur des stocks de tissus qu'on va racheter, qui sont abîmés sur une partie, mais qui sont même conséquents. Mais il y aura toujours une fin. Enfin, on pourra pas, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas être sur une édition illimitée dans le temps. D'accord. Merci Sarah. Louise, je sais que tu as aussi rencontré ce genre de soucis en parlant de petites séries. Il me semble notamment au plan de la commercialisation, tu parlais d'un agent justement qui te demandait justement peut-être un peu plus de quantité. Donc comment on se fait une place en fait sur le marché en conservant ces volumes, selon toi? Ben, justement, c'est un peu toute la problématique à laquelle je fais face en ce moment. Donc, j'ai peut-être pas forcément les réponses, mais en tout cas, je pense qu'il faut, entre guillemets, rééduquer le consommateur et justement aller sur ces choses en pièces uniques. Je pense que ça peut être d'ailleurs même un argument commercial de proposer des pièces en petite série où on va avoir une vingtaine de pièces par modèle et puis après on changera de matière et ce sera une autre matière, etc. Donc je pense que c'est pas du tout un blocage pour la commercialisation en B2C, donc quand on vend directement aux clients, va vouloir une vingtaine, mais c'est vrai que dès l'instant où on va passer se vendre dans des boutiques, etc., c'est là où ça va poser problème parce que la boutique, elle va vouloir beaucoup de réassorts. Si elle a un produit qui fonctionne bien, elle va vouloir rester sur ce produit et elle peut avoir peur justement d'aller sur une matière différente. C'est un frein en fait. C'est un frein, mais je suis convaincue qu'avec le temps, ça deviendra un argument commercial et justement les boutiques seront ravies d'avoir peu de pièces parce qu'elles savent que peut-être leurs clients vont pouvoir revenir pour avoir une pièce un petit peu différente, peut-être le même modèle mais dans un tissu différent. Et je pense que c'est quelque chose qui peut plaire. Enfin, c'est quelque chose qui plaît en tout cas aux clients finaux. Donc, je pense que ça peut plaire aux boutiques aussi. D'accord. Merci pour ton intervention. J'aimerais en venir maintenant à la question de la rentabilité et du niveau des prix. J'ai pu en parler, il me semble, avec Justin précédemment. On s'est posé la question de voilà, comment vivre de l'upcycling sans faire de grosses productions en fait. Est-ce que ça automatiquement ça inclut des prix assez hauts et donc un ciblage de clientèle très particulier? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, par exemple, Guillaume, Justin, Stéphane? Ok, Sarah qui voulait parler rapidement. Oh, pardon, Sarah, je ne t'ai pas entendue. Non, mais c'est moi, je me suis sentie gênée de t'interrompre. Je voulais juste faire le lien avec ce que disait Louise sur la notion de, et peut-être tu allais y répondre, sur la notion en fait de petite série et de dire que enfin, c'est un frein ou non. À un moment, on est aujourd'hui dans un marché du prêt-à-porter qui est tellement uniforme, on trouve tellement les mêmes choses partout, que oui, je suis convaincue, si c'est la question, que la petite série, l'unicité ou la pièce unique sont un vrai argument de vente et un vrai argument de différenciation et aussi un vrai argument écologique parce que si on achète une pièce qu'on ne voit pas sur tout le monde, on va la porter plus longtemps. Tandis que le phénomène de mode, de création, de collection 12 fois par an fait que de toute façon, il faut sans cesse changer ses produits parce que sinon, on les voit sur tout le monde. Donc, je pense que c'est à la fois un argument de vente, marketing, si tu veux, mais aussi un vrai argument écologique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour ton intervention. Je me permets de rebondir sur la question précédente. Est-ce qu'il faut que je la répète peut-être? Oui, vas-y. Je demandais si
s'il était possible de vivre de l'upcycling sans faire de grosses productions, puisque ça implique voilà, un certain coût. Et il me semble que c'est avec toi, Justin, que j'avais parlé justement de ce temps qu'on met, surtout quand on est sur le digital, enfin voilà, qu'on est une marque digitale, le temps qu'on met à rentrer une fiche produit sur Internet, c'est le même que l'on ait 100 ou un seul article en stock. Et donc voilà, automatiquement, ça pose la question du temps qu'on y passe et ce que ça rapporte, entre guillemets. Et exactement, comme on doit pallier avec ce problème justement des quantités dont Louise et Sarah pouvaient parler, l'intégration d'une marque sur Internet, notamment sur les marketplaces, ça demande quand même un petit peu de temps, en tout cas au début, d'adaptation, d'intégration. Après, je pense qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse précise, ça dépend aussi du scénario et de l'envie du créateur. Est-ce que c'est, comme le disait Gaël, de développer de la mini-série et donc d'aller chercher des matières qui sont un petit peu plus peut-être abondantes et permettre de produire de la mini-série? Est-ce que c'est uniquement développer de l'upcycling à partir de produits déjà finis? Donc là, on est sur des processus qui sont quand même assez longs, sur des pièces vintage ou alors des pièces de seconde main, mais qui peuvent être utiles, notamment pour la partie image, comme parlait Sarah. Il y a une partie marketing qui est très intéressante dans l'upcycling. Je pense que la bonne réponse, c'est de trouver le juste équilibre dans son catalogue produit, c'est de réussir à avoir un catalogue qui est à la fois construit autour de l'image pour générer la notoriété autour de sa marque, et aussi faire rayonner sa créativité. Il y a une dimension peut-être plus commerciale où en effet développer des mini-séries sur des matières plus faciles d'accès, c'est une option. C'est aussi une option d'aller, pourquoi pas, collaborer avec des plus grands groupes, des plus grandes marques pour vendre en fait son savoir-faire upcycling, pour revaloriser des stocks comme on le disait tout à l'heure. Donc en fait, il y en a pas énormément, mais il y a des leviers pour justement vivre de l'upcycling aujourd'hui. Et la limite de quantité ne doit pas être un frein pour le créateur qui se lance aujourd'hui. Tout dépend encore une fois de son plan d'action et du développement qu'il souhaite mettre en avant avec sa marque. Merci Justin. Ça pose la question aussi de la standardisation, peut-être de la standardisation. Donc comme tu disais Sarah, tout se ressemble, le consommateur va être content peut-être de retrouver une pièce complètement unique, mais en même temps, la question sous-jacente à tout ça, c'est si à chaque fois on fait des produits très différents, est-ce que les usines sont aussi adaptées à ces nouveaux modes de production, je pense notamment à Guillaume qui, par exemple, lui, source des draps qui datent d'avant 1960, il me semble. Est-ce que c'est pas compliqué de trouver des usines qui soient adaptées à un mode de fabrication qui soit hors des schémas de standardisation tels que ceux qu'on connaît aujourd'hui? Alors, pour rebondir à ce que tu viens de dire et l'échange qu'on avait eu, oui, c'est vrai que quand on est une petite structure et qu'on se lance dans l'upcycling entre guillemets, et du coup, petite quantité, forcément, rares sont les confectionneurs qui nous suivent, parce que forcément, il y a un indice de quantité derrière. Donc, 50-100 pièces, c'est trop petit pour eux. Donc, mais il y en a. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vu aussi un avant et un après Covid, même si on n'est pas encore terminé. Mais beaucoup de structures sont en train de s'ouvrir aussi à de la petite création et d'ouvrir un peu de temps et d'espace sur les chaînes de production pour pouvoir travailler avec des petits créateurs, entre guillemets. Moi, par exemple, le vœu pieux, c'était de créer, bon, je suis du Nord, donc je voulais créer dans l'ancien bastion qui était le Nord. Bon, je n'ai pas trouvé encore ici de fournisseurs qui pouvaient travailler avec moi, mais en France, il y a encore... on peut trouver des gens et des usines qui s'ouvrent à la petite création. C'est compliqué, ça a un coût. Alors moi, je dis toujours que ça a le coût de l'honnêteté, parce que forcément, fabriquer en France, ben, c'est beaucoup plus cher que si on va au Portugal, en Europe de l'Est ou à l'autre bout du monde. Mais quand on est capable d'acheter de manière, j'allais dire, compulsive, beaucoup de fringues dans l'année, est-ce que du coup, s'acheter une belle pièce faite en France, dans une belle matière et extrêmement bien réalisée, est-ce qu'il vaut mieux acheter une belle pièce que 4? Donc, Totalement, ouais. Et ça pose, je pense, une question à laquelle pourra réagir Stéphane, parce que je crois que c'est une personne qui est issue justement de la haute couture. Et ça soulève la question du rôle qu'on a à jouer auprès des consommateurs
à la reconnaissance d'un produit de qualité pour qu'il soit prêt aussi à y mettre le prix pour éviter donc aussi les grandes enseignes peut-être captent la clientèle en se mettant à faire de l'upcycling demain. Qu'est-ce qui différenciera la grande enseigne du petit créateur? Il y a cette forte notion de la qualité. Donc j'imagine, Stéphane, selon toi, que c'est un enjeu clé dans le développement de l'upcycling aujourd'hui? Ben, oui, en fait, je rejoins un peu l'opinion de tout le monde. C'est vrai que moi, c'est pas vraiment un frein de faire, entre guillemets, de l'unique. Moi, j'ai des clients qui viennent chez moi, qui sont payés, bien sûr, il faut ajuster le prix, mais qui comprennent la valeur du travail. Bon, je fais tout un travail d'éducation aussi, c'est-à-dire que j'explique, je fais tout un tas de choses à la main lorsque je retransforme. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce travail de remettre au centre la valorisation, la main, l'artisanat, et de l'expliquer et de comprendre que c'est un vrai métier, que faire des vêtements, c'est un vrai métier, que faire du design, c'est un vrai métier, qu'en fait, il faut aussi avoir une approche de durabilité, c'est-à-dire que même dans la conception, de savoir qu'on va remettre un produit qui va être dans un nouveau cycle, mais qui pourra être lui-même retransformé. Et moi, ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que c'est infini. Alors, on est tous un peu dans nos coins, mais un peu comme un courant artistique. C'est pour ça que quand on avait changé, moi, je suis un peu à cheval sur les mots, voilà. L'idée, c'est de réinventer un verbatim beaucoup plus collectif, parce que pour moi, c'est des énergies différentes, des perceptions différentes, des savoir-faire différents, qui, isolés, en fait, se retrouvent, voilà, une marque en compétition d'une autre, hein. Et je pense que comme les courants artistiques, si je ne dois pas parler d'upcycling, mais je dois de valorisation, de création, de savoir-faire, etc. Je veux dire, voilà, on devrait être dans plus une énergie collective pour avoir l'approche de nos clients, leur proposer différentes sensibilités et puis pouvoir défendre nos métiers, en fait, et nos approches et nos philosophies. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y avait pas de réponse type, c'est très bien, merci. À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. Non? Parfait. Alors, j'aimerais en venir maintenant à la question de la communication, justement. Comment, là, en fait, on voit que les temps changent avec la pandémie, que le secteur mode connaît vraiment une sorte de révolution, qu'on aborde tous un peu ce même sujet de l'upcycling, y compris les grandes enseignes qui semblent aussi s'approprier les codes des petits créateurs sur certains plans. La différence que les grandes enseignes, donc, n'ont pas les mêmes budgets, donc ça implique que effectivement la communication n'est pas la même. Donc ça pose la question de la visibilité. Comment, selon vous, on peut rester visible sur le marché en ayant une communication entre guillemets limitée par rapport à de plus grands acteurs? Sarah, si tu veux. Alors oui, moi j'ai d'ailleurs c'est un sujet important, la communication autour d'une démarche de création éthique, que ce soit écologique ou sociale, parce que quand on crée en France, on n'a pas parlé, mais la plupart d'entre nous fabriquons nos produits en France, on crée de la valeur, on crée des emplois, et ça aussi c'est important de le dire, au-delà du fait que les produits ne circulent pas de la même manière, et donc il y a moindre d'impact carbone lié à leur fabrication. Et là où je veux en venir, c'est que la plupart des grandes marques ont plus de moyens que nous, plus de puissance que nous, aujourd'hui utilisent nos arguments, et utilisent des arguments écologiques et sociaux qui ne sont pas en fait réalistes et qui ne dépeignent pas la réalité de leur schéma de fabrication. Et ça, c'est vraiment très problématique. Parce que oui, on peut communiquer sur des réseaux sociaux, on a moins de moyens, on peut communiquer via des événements, la présence sur place, dans des pop-up, ou aujourd'hui avec le Covid, c'est très compliqué. Mais on ne peut rien contre des gens qui prétendent vendre des produits éthiques qui ne le sont pas. Et ça, c'est pour moi le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on se bat pour montrer, parce que c'est le mot, hein, créer de la valeur en France aujourd'hui sur des produits éthiques. Ça, c'est un investissement énorme humain de la part du créateur, une recherche d'une nouvelle mode de fabrication, d'un circuit de fabrication, de production, de supply chain qui nécessite vraiment un investissement énorme.
Bref, quand on crée ça, qu'on communique avec nos moyens sur des réseaux, sur des événements, et qu'on se voit, on voit des marques du fast fashion récupérer ces arguments-là, et c'est juste en fait nous tirer une balle dans le pied parce que nous, on vend des produits, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et le prix est juste en fait. Et donc, quand devant ça, on met un produit identique, mais qui coûte 3 fois moins cher parce que forcément, il n'est pas produit dans les mêmes conditions, bah, on ne peut pas lutter en fait. Et moi, je pense que le vrai problème, il est là. Je ne sais pas ce que diront mes collègues, mais c'est aujourd'hui en fait que le client en fait soit conscient de ça, et tout travail de pédagogie, tout travail d'éducation du client que l'on fait sur le terrain ou qu'on fait via nos supports de communication, essentiellement les réseaux sociaux quand même. Mais c'est que les clients se rendent compte que oui, un t-shirt fabriqué à partir de matières upcyclées sera forcément plus cher qu'un t-shirt fabriqué dans une grande marque du fast fashion, même s'ils prétendent que c'est du tissu recyclé. Si le produit est fabriqué au Bangladesh, bah, évidemment, on n'est pas du tout sur la même valeur. C'est finalement le bon sens du client. Et aujourd'hui, le prix reste quand même, et c'est problématique, le premier argument d'achat d'un grand nombre de clients, même si ça tend à changer. Voilà. Merci Sarah. Louise, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette question? Oui, non, c'est sûr que je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que pour essayer d'avoir pour avoir cet acte d'achat, justement, c'est là où j'essaye de faire, où toutes les marques, du coup, un petit peu tous les créateurs, du coup, proposent des choses beaucoup plus créatives que ce que vont proposer les marques de fast fashion. Et c'est justement avec... moi, je pense que l'upcycling ne doit pas forcément être un argument de vente premier. C'est quelque chose qui doit être en plus. Mais les gens, quand ils achètent des vêtements, c'est essentiellement parce que c'est horrible, etc. Et il va y avoir ce petit truc en plus, le fait que ce soit l'acte, que l'upcycling doit pas être, est pas un argument commercial premier, et que surtout ce qui va déclencher l'achat, ça va être l'esthétique du vêtement. Personnellement, les gens achètent des vêtements chez moi parce que ça leur plaît, et ensuite quand ils vont pouvoir essayer, porter le produit, ils vont se rendre compte de la qualité, et c'est pour ça qu'ils vont recommencer, qu'ils vont refaire un achat chez moi, ou peut-être du coup dans une autre marque upcycling. Voilà. Effectivement, et ça pose une vraie question. En fait, tu soulèves justement quand tu dis qu'il faut aller au-delà de l'argument de l'upcycling. Ça pose aussi la question de savoir si demain, quand l'upcycling sera normalisé, en fait, et que tout le monde fonctionnera comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tous les discours se ressemblent, ou qu'il y ait une certaine forme en fait de standardisation de nouveau de l'upcycling, au point que voilà, ce sera devenu un petit peu comment dire, ennuyeux, avec des très grands guillemets, mais que voilà, tous les discours peut-être risquent de se ressembler. Enfin, qu'est-ce que vous aviez justement à dire, vous qui êtes très concerné par le sujet, Guillaume par exemple? Du coup, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Louise, mais elle a totalement raison. Quand je disais en introduction que l'upcycling était un moyen, pour moi, c'est un moyen transitoire. On est dans un sas, en fait. Et je pense que communiquer uniquement sur le côté sustainable de sa marque, donc qu'elle soit upcycling ou autre, c'est transitoire. Effectivement, comme tu viens de le dire, si dans 2, 5, 10 ans, la mode devient une consommation propre, si on n'a pas un ADN fort, un discours fort, un produit simple, un produit désirable, la partie upcycling, elle est juste secondaire. Donc je pense que toutes les marques qui sont en train de naître aujourd'hui, ou les mastodontes de la fast fashion qui sont en train de peinturer les façades en verre, donc ils mettront beaucoup plus de temps à se retourner. En plus, plus on est gros, moins on est agile. Une fois que tout ça sera passé, si on n'a pas une identité forte, on ne peut pas non plus que pallier sur l'upcycling et la démarche éco-responsable de sa marque. Donc je pense qu'il faut crier très fort, il faut être créatif très fort. Là, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que quand on ouvrira les portes de la libération, il faudra crier fort, il faudra être hyper expressif, hyper créatif.
Et pour toutes les marques upcycling qui sont en train d'arriver aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous racontez de plus que l'upcycling? Pour moi, ça ne doit pas être un argument de vente, ça doit être un moyen. Je crée une collection, je crée des produits avec ce moyen-là, et demain, ça sera peut-être un autre. Mais prenons une grande maison, à chaque fois, je prends le même exemple quand on me pose la question. Si demain, Saint-Laurent devient une marque green, ça restera toujours parisien, rive gauche, un peu cul, enfin voilà, ça restera Saint-Laurent, mais avec un autre moyen de construction. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, très, enfin, en tout cas, je trouve. Et Stéphane, justement, est-ce que toi, tu penses que ça tient à l'ADN réside surtout dans la qualité, dans... Et moi, je pense que je suis assez d'accord avec tous mes confrères et consoeurs. En fait, il ne faut pas oublier que avant tout, on fait on va dire de la mode, on fait de la création. Et voilà, on rentre dans les codes de la création. L'upcycling, ça a toujours existé. Je veux dire, en d'autres temps, ça existe toujours aujourd'hui. Cette notion de prendre les vêtements, de pouvoir recouper dedans, de pouvoir, voilà, je sais pas, moi, je viens de la génération de ma mère, voilà, il y avait le costume du père, on coupait des vêtements pour les enfants, etc. Ça existe toujours. C'est-à-dire, on ne pourra pas éviter de récupérer voilà, des grands mots, de marketing, des couleurs pour identifier les choses. Et c'est pour ça que moi, quand on avait échangé, ce dont je parlais, et je suis d'accord avec Justin, c'est d'arrêter de parler de sustainable, d'éco-responsable. Je pense que ce qu'on a tous, c'est avoir un engagement responsable. En tout cas, moi, après 30 ans voilà, de carrière à divers niveaux, voilà, j'ai voulu prendre un engagement parce que j'ai vu un peu les travers de l'intérieur, les aberrations, et à un moment, ça doit être un engagement. Mais à la base, c'est un métier créatif, donc il faut reprendre ces codes-là, dire on fait quelque chose de responsable, et puis quand on aura réussi à gagner du terrain économiquement et qu'on aura réussi peut-être collectivement à créer des écosystèmes qui fonctionnent parce qu'on trouvera nos clients, où on aura un roulement et arrivera à trouver notre compte, il ne faudra pas oublier que quand on aura gagné cette partie de la normale, enfin de revenir à une situation normale qui sera plus identifiée, mais simplement à retourner à faire un produit avec des valeurs éthiques, responsables et de durabilité, il faudra retourner à ce qu'on est tous, c'est-à-dire des créatifs, pour créer de la mode, pour créer de l'envie, pour faire de la séduction. Moi, souvent, je disais, quand on crée, en fait, quand on voit un vêtement, alors c'est sûr qu'avec le Covid, mais c'est pour séduire. C'est déjà, on met quelque chose qui doit nous plaire, qui doit aider le rapport à l'autre. Enfin, le vêtement, c'est aussi un lien social. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience, et je rejoins Justin, qu'à un moment, on est tous des professionnels avec un engagement, avec des savoir-faire. Et voilà, on va continuer, on va peut-être se rencontrer, partager. Et je pense que voilà, c'est à plusieurs qu'on y arrivera en tout cas. Tout à fait. Merci Stéphane. Et je me permets de rebondir parce qu'il y a un petit commentaire qui dit dans la discussion que la désirabilité est la clé justement de cette question de l'accélération des solutions upcyclées. Et Justin, tu disais tout à l'heure que ça tient aussi sûrement à un juste équilibre entre les pièces à image forte et les pièces un peu plus standardisées. Ouais, complètement. Si je peux rebondir sur tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec tout le monde et à la fois pas d'accord. Le combat d'aujourd'hui qu'on mène, c'est pas envers les grands groupes parce qu'il y a un poids de l'histoire qui malheureusement justifie aussi la présence qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. En fait, je pense que le combat qu'on a aujourd'hui, c'est plus contre les marques qui vont utiliser, comme on le disait, le terme upcycling comme argument marketing. En fait, le t-shirt bio en coton de kiwi à 90 euros, tout le principal, c'est que ça reste une pièce de mode. Et pour moi, c'est en effet la force de l'upcycling. Ça va être la créativité que se cache derrière chacun des créateurs. Et c'est pour ça que depuis le début sur notre marketplace, et je pense que c'est ce que le tournant upcycling est en train de prendre, c'est on fait d'abord transparaître la créativité du créateur, son savoir-faire, avant de parler de pièces upcycling, puisque aujourd'hui l'upcycling c'est consommé aussi par une cible qui est jeune, la génération Z, qui est au courant de ce qui se passe, qui a vu les histoires avec les Ouïghours, qui a vu les usines s'effondrer, donc ils sont conscients de tout ça. Ils consomment encore en effet chez Zara, etc. parce que le pouvoir d'achat fait que, mais les choses sont en train de se mettre en place et je pense que c'est perdre son temps et son argent que de vouloir essayer d'aller taper les gros.
qui font toujours en fait ce qu'ils font actuellement en faisant du greenwashing. Mais voilà, se concentrer sur la créativité, et comme le disait Guillaume ou Stéphane, c'est aussi voilà, la créativité, le poids de l'histoire des marques qui sont actuellement présentes avec Refab, Bande Meilleure, etc. Et c'est le fait qu'ils seront là encore demain et après-demain qui justifiera que les gens viendront acheter chez eux et pas ailleurs, puisqu'ils auront été là depuis le début de la naissance du mouvement upcycling, même si ça fait déjà très longtemps que ça existe. Merci Justin pour ta réponse. Et il y a quelqu'un en discussion pareil qui demande est-ce qu'on espère des politiques publiques pour sanctionner les grands groupes qui font du greenwashing? Mais déjà, la loi anti-gaspillage, ça va ouvrir pas mal de portes, hein. Ça va permettre à tous les upcyclers de pouvoir vendre leur savoir-faire auprès de ces grandes entreprises qui vont avoir un réel, cette loi va avoir un réel impact, hein. Ça va être de revaloriser des stocks d'invendus, des stocks de matières dormantes. Et donc, aujourd'hui, ce sont les créateurs upcycling qui ont ce savoir-faire. Donc, je pense que c'est déjà pas mal de ce côté-là, à voir comment ça va se mettre en place. Mais c'est déjà un bon début pour tous les créateurs qui ont ce savoir-faire upcycling qui est tant recherché à l'heure actuelle par les grandes marques. Sarah? Oui, je voulais faire un lien avec ce qui a été dit, et notamment ce que disait Justin à l'instant, par rapport à la créativité. Déjà, sur l'essentiel, je suis absolument d'accord. La force de l'upcycling, c'est la créativité, c'est le talent du créateur, le talent des gens qui font avec leurs mains les produits. Enfin, il y a une vraie démarche créative. Et pour répondre à ta question, qui était la question de la communication, tu nous demandais comment être visible sur un marché, le marché hyper concurrentiel qui est celui du prêt-à-porter. Effectivement, le seul argument n'est pas le seul. La démarche, les valeurs éco-responsables ne sont pas les seuls arguments, je suis d'accord. En revanche, ce que je pense, et c'était ce que j'aurais peut-être dû dire en introduction, il y a une vraie possibilité de partenariat entre des grands groupes du fast fashion et des créateurs comme nous pour les amener sur des collabs ou sur des plus vertueuses dans la création de leurs produits, qui permettraient en fait justement à la fois de nous faire connaître, de les amener à des vraies démarches, à des process vraiment vertueux, et d'offrir chez eux à d'autres clients des pièces, avoir un compromis dans l'offre de ces marques-là. Voilà ce que je pense. C'est une piste et il y en a d'autres bien entendu. Tout à fait. Ouais, vous m'entendez? Oui. Super. Alors, si je peux, je prends la parole à personne. Moi, je pense qu'en effet, c'est le consommateur. À la base, on est tous des consommateurs. Et à un moment, comme dans l'alimentaire, on regarde, on fait certains choix. Donc, par rapport à des lois, des choses, etc. Voilà, c'est comme Amazon, taxer Amazon, etc. Je pense que c'est de responsabiliser le consommateur. Voilà. Et puis, pour le reste, oui, c'est vraiment, vraiment la créativité. Et si je rebondis par rapport à Sarah, moi, en fait, j'aimerais qu'on passe, c'est un grands groupes qui passent au-delà de la collab. Parce que la collab, c'est tiens, je te prends ton truc, je te fais mon buzz, etc. Moi, si j'étais un grand groupe, je ferais comme Silicon Valley ou ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment, j'englobe des gens dans une hub à l'intérieur du groupe pour réfléchir comment développer un autre business model, etc. Mais des gens qui sont impliqués, des gens qui peuvent partager leur propre expérience pour construire, entre guillemets, quelque chose pour moi, de plus grand qu'une collab, parce que les collabs aujourd'hui, ça veut dire des choses et ça veut plus rien dire. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion plus globale, comment valoriser l'existant, comment donner de la pérennité dans le temps à des produits. Voilà, aujourd'hui, si on a de la matière qui n'est pas des collections qui ne sont pas conçues à la base de manière éthique, avec une vraie réflexion, en disant qu'on va valoriser peut-être le savoir-faire, on va augmenter les prix et moins raisonner sur le gros chiffre d'affaires et la petite marge, mais plus de dire on va faire un peu moins de chiffre d'affaires, mais on va donner une équité sur la marge aux différents métiers. Je pense qu'il y a toute une réflexion à mettre en place pour qu'en fait, quelque part, ça projette voilà, les grands groupes
dans cet avenir, mais pas en faisant des collaborations. Forcément, parce que, par exemple, il y a le côté éthique, ils vont faire de la teinture végétale, mais après, pour développer en plus grande série, ils vont imprimer en inkjet. Donc, il y a des choses comme ça qui n'ont pas de sens. Et pour moi, je voudrais aller au-delà de la collaboration. C'est-à-dire que nous, comme on fait la table ronde, on puisse réellement intervenir au sein des grands groupes pour essayer de faire bouger tout ça et que ces grands groupes puissent dire, il y a vraiment des gens qui sont passionnés, qui ont un engagement, qui ont une réflexion. Alors, donnons-leur, entre guillemets, les clés pour réinventer, pour avoir cette transition. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, aussi, beaucoup de gens qui ont favorisé la délocalisation il y a quelques années, aujourd'hui, basculent justement dans ce greenwashing, on est vert, on est un, etc. Donc voilà, je pense encore une fois que de peu ce que je vois, et j'espère que les intervenants, on aura l'occasion de se rencontrer pour débattre de nos divers projets. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous tous on témoigne, c'est d'un engagement, d'une lutte contre l'uniformisation, d'un souci de revaloriser les métiers et de libérer la création. Voilà. Je vois que ce que tu dis suscite l'émulation en discussion. Malheureusement, on va devoir bientôt laisser place aux futurs intervenants qui nous suivent. En tout cas, merci pour vos précieux témoignages. Merci à tous. Et à Pardon? toutes. Je dis merci à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs et auditrices aussi.